très rapidement, parce que vous connaissez tous Brasseurs de France, qu'on a un syndicat professionnel depuis 1878. On regroupe 438 adhérents et nos gros services, c'est défendre, fédérer et promouvoir la promotion de la catégorie. Hop. Donc, vous pouvez retrouver l'ensemble de nos services sur cette slide et un petit organigramme pour vous repréciser qu'on est donc une équipe de 6 permanents et avec un président, donc Mathias Feckel. Et la répartition par nombre d'hectolitres produits à l'année des brasseries qu'on représente. Et Marceau, je te laisse la parole. Merci Élise. Donc bonjour Marceau. Pareil, je vais aller relativement rapidement sur la présentation d'IFBM. Pour ceux qui ont déjà participé à tous les webinaires, vous devez nous connaître maintenant. Donc l'IFBM, c'est l'Institut français des boissons de la brasserie et de la malterie. Donc on est basé à Nancy depuis 62. On est finalement la continuité légitime de l'école de brasserie qu'il y avait avant et qui s'est dissoute donc à cette date. Et pour les besoins de la filière, l'IFBM, pardon, est né. Donc voilà, pour à la fois tout ce qui va être travail des sélectionneurs en amont sur les variétés d'orge, l'industrie de la malterie et également la brasserie par la suite. Entre-temps, la filiale Caltech a été développée avec cette fois-ci l'avantage de rassembler des laboratoires d'analyse, donc que ce soit physico-chimique, Si tu veux regarder. microbiologique, sur tout ce qui va être matière première et boissons, bières, sans alcool, etc. Hop, donc voici une liste non exhaustive des brasseries et différents acteurs de la filière qu'on a pu accompagner. Donc on a différents services également au sein d'IFBM et plusieurs têtes pensantes. Donc il y a bien sûr le créneau formation et consulting, avec mes collègues auxquels on s'attrait à travailler au quotidien. On a également bien sûr nos services d'analyse pour les matières premières et la bière. On a également un service de recherche et développement. Ça peut être sur de la formulation de recettes ou également sur des travaux un peu plus académiques pour des principes un petit peu très théoriques sur l'activité de tel ou tel enzyme, etc. Et on a également une halle de production qui nous permet de produire une petite référence locale donc qui s'appelle la Stan, mais également de réaliser à la fois des essais sur des nouvelles variétés d'orge d'une année à l'autre, et également de faire du brassage à façon pour des brasseurs voilà, en quête d'une base client ou qui ont besoin tout simplement de fonds pour se permettre par la suite d'investir dans leur propre matériel. Ok, donc sans plus attendre, on va pouvoir démarrer donc ce petit webinaire où l'objectif et la question, ça va être comment optimiser sa production quand on souhaite monter ou quand on a déjà finalement une microbrasserie. Donc plusieurs champs d'études peuvent finalement participer à nous permettre d'optimiser cette production. Un point qui est déjà important finalement, ça va être un dimensionnement intelligent de la brasserie par rapport aux objectifs à moyen terme, et j'ai envie d'insister un petit peu sur ce mot, moyen terme, de ce que la brasserie souhaite finalement produire et offrir à ses clients pour éviter de monter un projet uniquement avec l'objectif qu'on aura dans l'année à venir, mais voir un peu plus loin et finalement avoir des objectifs de volume et finalement également de gamme de référence de bière sur les années qui suivront. Un autre point également pour optimiser sa production, c'est finalement adapter justement sa gamme de produits. Vous n'êtes sûrement pas sans savoir qu'à l'heure actuelle, la filière brasserie connaît pas mal de difficultés. Donc, il y a eu en amont, on a connu les phases de Covid. Ensuite, un petit peu des hausses de prix, que ce soit au niveau de l'énergie, des matières premières. Et finalement, aujourd'hui, une densité de brasserie qui est extrêmement importante sur le territoire français. Donc, finalement, aujourd'hui, l'innovation devrait être un minimum maîtrisée et les clients vont réussir à se fidéliser à votre brasserie, à votre référence, s'ils y retrouvent certains best-sellers, s'ils y retrouvent finalement une gamme permanente. C'est quelque chose qui va être donc essentiel au départ dans tout ce qui va être business plan finalement et élaboration de votre projet, de savoir réellement vers quel produit vous souhaitez vous diriger et donc quels clients seront amenés à consommer vos biens. Quelque chose qui est également intéressant et qu'on voit de plus en plus avec tous les acteurs artisanaux et même craft, ça va être de développer le plus possible des partenariats locaux. Donc que ce soit d'un point de vue vente, donc on prend l'exemple des brasseries Geek qui à l'époque, il y a ne serait-ce que quelques années, avaient peut-être plus tendance à exporter leurs produits à d'autres régions françaises, voire dans d'autres pays européens.
Aujourd'hui, l'objectif, ça va être de faciliter la distribution déjà dans un ancrage local. De la bière, on est capable finalement d'en produire un peu partout. Donc autant commencer par une distribution locale de son produit. Et également, je vois ici dans le développement de partenariats locaux, finalement, tout simplement miser sur des personnes, pourquoi pas des salariés, des collaborateurs qui sont un petit peu du cru, des personnes qui sont plus ou moins motivées, avec également plus ou moins, enfin, qui sont motivées avec plus ou moins, pardon, d'expérience, mais finalement avec des personnes qui seront intéressées pour progresser en même temps que la brasserie et pourquoi pas limiter le turnover qui est aussi un fléau qu'on rencontre pas mal dans le monde aujourd'hui de la brasserie artisanale. Derrière, donc, le fait de conserver finalement ces salariés, ça va nous permettre justement de les faire plancher sur des sujets, notamment sur de l'optimisation, sur du redimensionnement de ces installations, sur de la maîtrise process. La maîtrise process, oula, mince. Est-ce que vous voyez encore le support? J'ai l'impression qu'il a disparu. Ouais, il a disparu, oui. Et de le remettre. Ok. Ok, c'est bon pour tout le monde? Tu vois, Elise? Oui, c'est bon, c'est bon. Ok. Donc j'en étais où? J'en étais effectivement essayer de finalement fidéliser ses collaborateurs également pour leur permettre de se plancher justement davantage sur des questions un petit peu d'optimisation. Donc que ce soit dans le process, donc concernant le brassage, la fermentation, optimiser également le conditionnement, chercher de l'amélioration continue. Et également, donc c'est ce qu'on peut proposer ici à IBM, mais d'autres centres le font également très bien, investir, pourquoi pas, dans la formation dans la formation de votre personnel pour lui permettre justement de gagner en compétences et finalement de s'intéresser à des sujets qui pourraient participer à optimiser votre production. Donc voilà, un nombre de champs d'études qui est relativement important, pourquoi pas, pour optimiser sa production, donc quelle que soit la taille de structure, mais également finalement à la dimension d'une microbrasserie. Donc là, ici, dans le support qui va suivre, on va essayer de se projeter sur plusieurs points. Donc déjà, finalement, dégrossir son projet pour participer derrière à le dimensionner comme il faut. Donc on aura pas mal de slides au départ, un petit peu sur du dimensionnement avec quelques calculs en partant au départ d'un exemple. Et derrière, quelles pourraient être les voies pour optimiser son process? Donc on parlera à la fois de ce qui peut se passer au cours du block show, comment essayer d'améliorer la question du rendement qui est là, souvent employé et sans que ça soit une critique, mais qui est rarement finalement bien maîtrisé et bien calculé. Et voilà, comment participer à l'améliorer, à diminuer ses freins, etc. Donc, comme je vous l'ai dit, finalement, il va être essentiel au départ pour avoir le projet justement d'optimiser son installation, d'optimiser son process, et ben, finalement de savoir quel sera notre projet, comme je vous l'ai dit, à moyen terme. Ici, on part finalement sur le dimensionnement au départ de l'ensemble de son matériel et finalement du temps qu'on va donner finalement au brassage et à toutes les étapes de process, tout en gardant en tête que quand on démarre peut-être une activité en tant qu'unique salarié et en même temps avec la casquette de chef d'entreprise, il faudra bien évidemment se libérer du temps pour toutes les autres tâches qui peuvent être annexes finalement à la production de bière et essentielles pour vous permettre de la vendre. Donc on est parti ici sur un objectif voilà, qui est représentatif un petit peu de l'installation de la nouvelle salle à brasser qu'on a eue à IFBM il y a de cela quelques années. Donc c'est pour ça que je suis reparti un petit peu sur cette valeur où l'objectif était de vendre 3000 hectos. Déjà un premier point, vendre 3000 hectos ne signifie pas produire 3000 hectolitres. Vous aurez forcément des freins qui seront liés à votre process. Et il est important finalement de tenir en compte à l'échelle d'une année de production et d'un volume vendu à la fin de cette année. Donc on va prendre souvent en moyenne, on va considérer 15% de feinte. Donc ici, réellement, pour se permettre de vendre 3000 hectolitres, il faudra considérer que notre installation devra nous permettre de produire en amont 3450 hectolitres par an. Derrière, pour avoir une idée représentative, donc 3450 hectolitres par an, ça représentera environ 300 hectolitres par mois à produire. À savoir que selon la localisation de votre brasserie, vous serez plus ou moins euh, sensible finalement au phénomène de saisonnalité auquel on fait bien souvent face quand on travaille en brasserie. Donc selon que vous soyez situé sur la côte ou alors plus dans les terres, et selon bien évidemment un petit peu la climatologie.
Si on prend l'exemple de l'année dernière où malheureusement on a eu un printemps, un été qui n'était pas terrible, eh ben, les ventes ont considérablement subi ce phénomène climatique. Donc voilà, on part sur une année également, qui est donc de 52 semaines. Si on libère les 5 semaines un petit peu de congés payés qu'on peut s'offrir, ça nous laissera donc 47 semaines pour brasser. Si on considère 2 jours de brassage si on considère 2 jours de brassage à la semaine, ça nécessitera donc de produire à ce moment-là 37 hectos, 75 hectos pardon, par semaine et donc 37 hectos par jour. Si on considère qu'on peut se permettre de brasser jusqu'à 3 jours par semaine, cela nous permettra donc toujours bien sûr de produire 60 hectolitres, 75 hectos par semaine, mais on pourra se contenter donc de produire seulement 25 hectolitres par jour. À ce rythme-là, 75 hectolitres par semaine, on peut déjà voir ce qui est envisageable entre différentes solutions de salle à brasser par rapport au volume qu'on peut retrouver sur le marché. Donc, par rapport à une salle à brasser de 10 hectolitres, on voit que faire 75 hectolitres semaine, ça va être compliqué. Contrairement à une salle à brasser de 20 hectos, où finalement, si on arrive à programmer 2 journées avec 2 brassins par jour, on pourra se permettre de rentrer finalement dans les volumes. Et si, à l'inverse, on veut bien se permettre et on veut bien s'offrir 3 journées consacrées au brassage, à ce moment-là, il n'y aura vraiment aucune difficulté à produire ces volumes hebdomadaires finalement à partir d'une station de brassage de 20 hectolitres. Après, attention, gardez à nouveau en tête que vous aurez sûrement d'autres tâches, que ce soit administratives, que ce soit lié à la vente, à la livraison, à faire, et bien sûr au conditionnement, outre uniquement des journées consacrées au brassage de la viande. Ouais. Double brassin, 2 jours par semaine sur une 20 hectolitres. Donc on a vu par rapport à la slide précédente que la solution la plus intéressante, la plus pertinente, semblait être le choix d'une brasserie de 20 hectos, à savoir qu'entre une salle à brasser de 10, de 20 ou alors par comparaison une salle à brasser de 20 ou de 40 hectos, etc. C'est parce que le volume est 2 fois plus conséquent que le prix, lui, sera 2 fois plus cher. Serez souvent sur une augmentation qui sera aux alentours des 25-30%. Derrière, une bonne question qui sera également à se poser, ce sera le côté ergonomique de la salle à brasser. Vers quel type de vaisselle vous souhaitez vous diriger? Donc, on retrouve essentiellement, enfin beaucoup aujourd'hui dans le milieu des salles à brasser composées de 2 cuves, de 3, voire des fois 4, 5 cuves. Ça vous permettra, donc, vous pouvez vous permettre derrière d'élaborer un diagramme de Gantt qui vous permettra de voir, de visualiser finalement la plage horaire réelle dont vous aurez besoin finalement la journée pour répondre à vos besoins de production. Plus vous aurez une installation avec plusieurs vaisselles, équipée par exemple d'une cuve tampon entre la filtration et l'ébullition, équipée voilà, au départ initialement d'une cuve matière, derrière d'une cuve propre à la filtration et enfin d'une cuve propre à l'ébullition Whirlpool, voire une quatrième cuve uniquement dédiée au Whirlpool, ça vous permettra plus ou moins d'enchaîner les brassins dans la journée sur finalement un shift horaire qui ne sera pas forcément prolongé malgré l'enchaînement des brassins. C'est un petit peu ce qu'on a mis en place justement ici à IFBM avec notre nouvelle salle à brasser. On a une salle à brasser constituée de 3 cuves, avec également le luxe, si je puis dire, de pouvoir programmer un démarrage en automatique et d'avoir 3 vaisselles sur notre installation, ce qui nous permet finalement sur un shift horaire de 7 heures de réussir à brasser entièrement finalement 2 fois sur notre installation. Derrière, justement, par rapport un petit peu à la manutention ou non que vous aurez sur votre installation, vous pourrez investir sur une salle à brasser qui soit manuelle, soit semi-automatique ou semi-manuelle selon réellement la configuration de cette brasserie, soit un investissement qui sera sûrement plus coûteux au départ, mais qui vous laissera davantage de temps libre lors des brassins si vous investissez sur une solution full automatique. Derrière, à savoir que quand vous voulez investir dans du matériel, il est fortement recommandé, vous avez la possibilité de constituer un cahier des charges. Ce qu'on va vous conseiller, c'est de faire un cahier des charges par lot, histoire de ne rien oublier. Finalement, reprenez l'entièreté de votre process et faites finalement à noter l'ensemble des points que vous souhaitez finalement personnaliser par rapport à l'installation dont vous rêvez, que vous souhaitez finalement mettre en place dans votre local. Donc déjà, concernant quelques généralités par rapport à ce cahier des charges, pensez à investir sur du matériel conforme aux exigences fixées par la réglementation européenne. Également du matériel avec un certificat alimentaire, hein. On est bien une industrie agroalimentaire quand on fabrique de la bière. Du matériel en inox 304, donc l'inox 316, vous avez un alliage un petit peu différent,
qui est plus onéreux, mais l'inox 104 fera largement l'affaire. Et petit point de vigilance concernant l'isolation de certaines de vos utilités. Quand vous investissez dans un bloc chaud, donc, à proprement dit dans votre salle à brasser, vous aurez souvent un isolant qu'on appelle la laine de roche qui a l'avantage effectivement de résister à des températures relativement importantes, donc notamment à l'ébullition ou ne serait-ce même en cuve matière, où voilà, il n'y a pas de souci, votre cuve restera isolée dans la durée au cours de son vieillissement, sans problème par cet isolant à laine de roche. Soyez vigilants par rapport à vos fermenteurs et notamment, je pense, quand vous faites des CIP type à la soude, où effectivement l'efficacité de la soude est par exemple plus importante à des températures élevées, type 80 degrés. Mais attention, l'essentiel des fermenteurs qu'on retrouve aujourd'hui sur le marché sont isolés avec du polyuréthane. Et le polyuréthane, contrairement à la laine de roche, lui est beaucoup moins résistant à des températures aussi élevées. Donc soyez vigilants et ayez les informations justement sur les différents isolants que vous pourrez retrouver au sein de votre matériel. Hop. Donc, comme je l'ai dit, essayez de faire un cahier des charges. On va commencer ici avec un exemple du bloc chaud. On a évoqué également dans une des premières slides qu'il est important pour vous de savoir quel type de bière finalement vous désirez faire un petit peu en routine au sein de votre brasserie et quelles sont les bières qui auront normalement le plus gros roulement au sein de votre brasserie vis-à-vis de vos clients. Donc par exemple, ici, on peut cibler par exemple de faire des bières qui seront à une densité initiale au départ comprise entre minimum 10 degrés plateau et 16 degrés plateau. Ces informations, elles sont extrêmement pertinentes pour dimensionner au départ le versement que sera capable d'accepter finalement votre cuve matière, mais également pour pouvoir dimensionner la surface filtrante de votre cuve filtre. Donc il est important de passer par cette étape. On va faire quelques calculs. Donc finalement, on va transformer un petit peu nos densités exprimées en degrés plateau en masse volumique pour savoir finalement quel chargement minimum et maximum du coup notre cuve matière devra être capable d'accepter pour faire des bières comme on le souhaite, ici comprise donc avec une densité initiale de 10 à 16 degrés plateau. Vous avez un petit peu le détail du calcul. En prenant des valeurs standards, type notre salle à brasser nous permet un rendement de 85% et en utilisant des maltes ayant des propriétés un petit peu également standards au niveau de l'extrait et de l'humidité, on aura souvent un chargement de malt au départ qui sera aux alentours des 317 kg pour une bière à la fin à 10 degrés plateau si on veut avoir un volume de 20 hectos. Et pour un volume de 20 hectos à 16 degrés plateau, ça nécessitera un versement cette fois-ci initial de malt de 520 kg. Et ensuite, il existe une petite formule qui nous permet justement de calculer la charge que devra subir cette cuve matière. Donc cette formule, c'est lié finalement à votre ratio d'empâtage. Le ratio un petit peu standard d'empâtage, ce sera 3 litres d'eau envoyée par kilo finalement de mouture. Et il faut savoir également que le malt, il va un petit peu gonfler et finalement le volume qu'il occupera par kilo sera équivalent à 1,2 litre. Donc on va réaliser cette formule pour la charge max, parce que c'est à partir de cette charge max qu'on va dimensionner notre cuve matière. Donc ici, dans notre exemple, 520 kg. Donc on fait 520 fois 1,2 plus 520 fois 3, ce qui représentera 2184 litres. Donc notre cuve devra minimum faire 2184 litres. À savoir également que ce qui est souvent conseillé, c'est que finalement, votre cuve, même remplie avec votre mèche, le volume de mèche devrait représenter seulement 3 quarts de la cuve. Donc on aurait finalement une cuve matière initiale d'un volume minimum de 29 hectos pour malgré tout que notre salle à brasser nous permette à la fin d'envoyer 20 hectos en fermenteur. Donc voilà un petit peu pour le dimensionnement d'une cuve matière. Autre point important par rapport à cette cuve matière, dont on ne va pas rentrer forcément dans les détails, mais ça va être le choix de votre système de chauffe, par exemple. Selon les volumes que vous souhaitez brasser, quel système de chauffe serait le plus adéquat? De l'électricité, du gaz, tout ça, ça va être des solutions plus sur des volumes relativement faibles, derrière l'utilisation d'eau surchauffée ou de vapeur qui permettent une inertie un petit peu moindre. Ce sera les solutions les plus avantageuses dès qu'on commence à vouloir brasser des volumes un peu plus conséquents. Idem, le système d'agitation. Il n'y a pas forcément de réel intérêt à avoir une pale qui tourne en continu et le mieux, ça serait de pouvoir agir via un variateur sur la vitesse justement de circulation, de rotation de cette pale
Donc, c'est également des points qui peuvent être mis en avant au moment de la conception et du dimensionnement de votre cuve matière. Et enfin, la position, pourquoi pas, de sonde de doigt de gant, donc c'est-à-dire des sondes de température. À deux niveaux également, ça sera intéressant, histoire d'avoir un vrai regard sur les températures de votre cuve matière, qui aura une influence, on le verra un peu plus tard, sur le rendement d'extraction que vous aurez au cours de votre process. Et le fait d'avoir deux sondes différentes, ça vous permet, le jour où il y en a une qui devient défectueuse, d'avoir un regard et de vous laisser, mine de rien, le temps de les changer. C'est assez rare que les deux sondes claquent au même moment. Pour continuer un petit peu sur le dimensionnement du bloc chaud, l'autre vaisselle qui sera essentielle à bien dimensionner pour se permettre de faire des bières au profil désiré, ce sera la cuve de filtration. Donc, ce qui sera essentiel, ça sera justement la surface la surface de filtration estimée en mètres carrés. Donc pareil, donc d'après nos projets, on a vu qu'on allait avoir une densité initiale minimum de 10 degrés plateau par rapport au style de bière qu'on veut faire. Et il existe, on va dire, une règle de ratio concernant la quantité de malt versée au départ par rapport à ce que va accepter la surface de filtration. Donc avec un minimum souvent de 120 kg par mètre carré et un maximum accepté sur la surface de filtration de 200 kg par mètre carré. Le risque de dépasser finalement ce chargement au mètre carré sur la surface de filtration, eh ben, ça va être d'impacter l'épaisseur de couche de drèche, l'épaisseur du gâteau au cours de votre étape de filtration. Et malheureusement, bah, du coup, vous allez avoir un débit de filtration qui sera moindre, qui sera un peu plus long, des risques de colmatage qui seront également plus importants, donc une étape qui sera amenée à malheureusement être prolongée et qui ne serait pas optimisée par rapport à votre, on va dire, temps de brassage. Donc on voit que finalement, par rapport à ces chargements minimum et maximum acceptés par rapport aux différents types de bières qu'on veut brasser, on a réussi à trouver que la meilleure valeur à avoir serait une surface de filtration de 2,6 mètres carrés. Donc ici, ce serait le choix de la surface de filtration qu'on pourrait installer par rapport à nouveau aux bières qu'on veut faire et au versement de malt inhérent de ces profils. Le choix de cette surface également concernant le fond, on retrouve des fois juste un fond inox légèrement perforé. Le meilleur format qu'on peut retrouver aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le tri-slot. Donc c'est ces petites bandes un petit peu de forme triangulaire qui ont l'avantage de faciliter, on va dire, la filtration, d'offrir des pores suffisamment intéressants pour filtrer facilement le mou tout en retenant le gâteau de Dresch. Et également le gros avantage d'avoir une nettoyabilité relativement simple par des boules de lavage qui sont souvent présentes entre le fond de votre cuve et le faux fond de cette plaque filtrante. Voilà, on peut également jouer au cours de la filtration. Un investissement qui serait intéressant, c'est les piocheurs. Donc on retrouve aujourd'hui, notamment sur des petites formats de salle à brasser, donc des piocheurs par défaut qui sont présents. Donc ça, c'est intéressant. Ces piocheurs, ils vont nous permettre de diminuer un petit peu, enfin d'augmenter, pardon, la perméabilité de notre gâteau au cas où malheureusement on ait un colmatage qui s'observe de manière progressive, une différence de pression qui s'observe sous le gâteau et au-dessus du gâteau. Donc, le piocheur va être intéressant. Par contre, ce qui est important avec le piocheur, c'est de pouvoir jouer effectivement sur sa vitesse de rotation, mais également de jouer sur sa hauteur, également sa profondeur d'action. Si vous avez vos piocheurs qui sont directement au fond du gâteau, dès que vous allez les mettre en fonctionnement, vous allez complètement détruire l'undertag, c'est-à-dire la couche la plus en contact de votre surface de filtration. Et malheureusement, vous risquez de favoriser des chemins préférentiels. Et à ce moment-là, vous allez récupérer surtout vos eaux de rinçage, mais vous n'aurez pas eu le temps finalement de faciliter une solubilisation d'extrait par rapport au mou que vous récupérez en cuve d'ébullition. Pour continuer et finir finalement un petit peu sur le bloc chaud, concernant le dimensionnement du cuve d'ébullition Whirlpool, on va dire un petit peu moins d'ingénierie, quoique. Donc, des dimensionnements standards pour ce profil de cuve, ça sera une dimension de 1,5 à 2 fois la taille du brassin, et également un certain ratio diamètre sur hauteur pour finalement favoriser la précipitation de votre cassure protéique et également de votre truc. Au niveau de l'installation au niveau de votre cuve d'ébullition, on pourra également retrouver soit une cheminée qui sera équipée d'une sorte de rigole pour permettre de récupérer les condensats,
soit si on regarde la petite image que je vous ai mis en haut, ce qu'on appelle un condenseur, qui permettra également finalement de récupérer, d'éliminer toutes les vapeurs type DMS qui seraient responsables derrière de faux goût dans la bière, et finalement de les reliquéfier via un échange thermique par rapport d'eau froide. Cette eau froide, par échange de calories, se transformera donc en eau chaude, hein. C'est un peu le même principe que votre échangeur à plaques. Et cette eau chaude, vous pouvez essayer de la valoriser en la récupérant justement dans une bâche à eau chaude. Quant aux condensats, qui eux auront un petit peu perlé sous forme de gouttes, ils seront directement éliminés à l'égout. On peut également choisir le format de chauffe. Donc la double enveloppe vapeur est relativement intéressante. Idem quand on commence à faire certains volumes au niveau de notre bloc chaud. Derrière, il existe des solutions qu'on appelle des cuiseurs. C'est des sortes de percolateurs qui sont directement implantés à l'intérieur de la cuve ou des fois branchés en parallèle de la cuve. L'avantage d'avoir le cuiseur, on va dire externe, donc branché en parallèle, c'est que vous aurez souvent une meilleure efficacité de chauffe avec l'avantage également, lors de maintenance, etc., de pouvoir facilement intervenir dessus. Et l'autre avantage qui est non des moindres, notamment, on va dire, quand on veut parfois faire des brassins éphémères et donc des brassins de plus petit volume, le fait d'avoir un percolateur externalisé à la cuve d'ébullition, branché en parallèle, ça nous permet de pouvoir travailler sur n'importe quel de volume. Une circulation sera mise en place, mais que la cuve soit remplie au tiers ou soit complètement remplie, le système de chauffe pourra être fonctionné. Concernant la pompe, également l'alimentation de votre cuve d'ébullition ou le transfert derrière vers l'entonnement, vers la cuve Whirlpool, soyez vigilant, vous allez avoir un mou qui sera à une température extrêmement importante, proche des 100 degrés. Donc investissez, pourquoi pas, dans une pompe avec garniture refroidie, avec également un certain débit. Et enfin, concernant le Whirlpool, donc on voit bien sur cette dernière image, c'est intéressant également de mettre un barrage à trub. Donc on voit c'est la petite plaque inox finalement qui est devant finalement le goulot d'étranglement vers lequel on transférera le mou en direction de notre fermenteur et justement avoir différentes zones de piquage. Donc ça pourra s'adapter ainsi en fonction des quantités de houblon que vous aurez pu apporter au cours de l'ébullition, au cours du whirlpool. Évitez d'apporter ce trub dans votre bière et que ce trub se retrouve également dans votre fermenteur. Concernant le bloc froid, donc c'est plus une observation on peut voir et qui est relativement logique par des visites de brasserie. On peut considérer que votre bière, elle va passer, vous investissez dans des tanks cylindres coniques, où la bière fera à la fois la fermentation, fera également la garde. Dans ce cas, votre bière restera, on va dire, environ 3 semaines, un mois dans les fermenteurs. Tenant compte également de vos différents congés, on peut considérer que finalement, votre volume, votre capacité de fermenteur doit représenter, grosso merdo, 10% finalement du volume de bière que vous souhaitez vendre dans l'année. Donc typiquement, si on veut produire 3000 hectolitres, il nous faudra environ une capacité finalement de stockage en fermenteur d'environ 300 hectos. Ce qu'on observe également, c'est que souvent, la première année, on va chercher à investir sur des fermenteurs qui font une fois ou deux fois la capacité de notre salle à brasser. Donc ici, 5 fermenteurs par exemple de 20 hectolitres et 5 fermenteurs de 40 hectolitres utiles, ça nous représente justement une capacité de bière en fermentation de 300 hectos sur au départ un souhait de vendre 3000 hectos. Donc on est dans ce raccord. Concernant justement ce qu'on appelle le volume utile et le volume total, voilà, essayez de garder environ 20% de headspace au sein de vos fermenteurs pour permettre l'activité fermentaire et éviter, comme sur la petite photo, de surremplir au risque derrière d'avoir voilà, votre bière qui dégueule un petit peu au niveau de votre bon d'honneur, au niveau de votre bras de touche. Et surtout, le risque, ça va être un petit peu au niveau de l'hygiène de votre installation. Soyez vigilants et qu'il n'y ait pas des contaminants qui s'installe sur votre utilité. Concernant le conditionnement, donc toujours dans le bloc froid, idem, soyez vigilant un petit peu sur les cadences que vous vendent les fournisseurs. C'est absolument pas pour les critiquer, mais bien souvent, malheureusement, quand vous investissez dans une embouteilleuse, par exemple, à 1600 bouteilleurs,
bah, elle fonctionne très rarement à 1500 bouteilles. Donc, considérez, on va dire, 30% de différence par rapport à la cadence qui vous est vendue. Ici, c'est juste un exemple, je n'entrerai pas dans les détails, pour vous permettre un petit peu d'estimer vers quel type de soutireuse, donc que ce soit une enfuteuse ou une embouteilleuse, vous dirigez par rapport au volume que vous serez amené à conditionner d'une journée à l'autre et selon finalement les shifts horaires que vous permettrez lors d'une journée de production. Donc ça vous aide justement à dimensionner vers une embouteilleuse qui fera 1000 bouteilleurs ou 2000 bouteilleurs, etc. Et idem pour l'enfuteuse. C'est des questions qui sont importantes à se poser si vous ne voulez pas vous retrouver noyé sous les charges de travail. Voilà, on va s'arrêter là un petit peu sur le dimensionnement. Donc c'était bref, c'est peut-être un petit peu technique. Cet exercice a été réalisé à partir d'un exemple, mais c'est quelque chose que je vous envisage à faire. Et même si votre brasserie est déjà installée, peut-être à regarder si vous correspondez plus ou moins aux différentes valeurs, aux différentes formules qui ont pu être vues sur les slides précédentes. Derrière, pour le côté un petit peu optimisation d'un point de vue process, il y a une valeur dont on entend souvent parler, mais qui est malheureusement bien peu souvent pour le coup maîtrisée. C'est le fameux rendement de brasserie ou taux d'extraction. Donc, il nous permet justement de calculer l'efficacité au brassage. Et cette efficacité, elle est à prendre en compte en fonction également de certaines propriétés liées notamment à notre malt. Donc, notamment concernant le poids du malt utilisé forcément dans notre recette, mais également des caractéristiques qu'on retrouvera sur la fiche d'analyse malt de notre fournisseur. Donc, si malheureusement votre fournisseur ne la fournit pas en routine, cette fiche d'analyse, à partir du numéro de lot, vous pouvez toujours entrer en contact avec lui et il devrait être en mesure de finalement vous la retransmettre par la suite. Donc voilà, ça tient compte de ces propriétés, c'est pour ça qu'il est important finalement de surveiller la qualité de malt qu'on reçoit. Effectivement, on a tendance à s'attendre à toujours avoir un standard. Quand on achète du Pils, ben, on aimerait bien récupérer le même Pils la semaine prochaine comme finalement 2 mois plus tard. Mais finalement, on a la même exigence vis-à-vis de notre malteur que notre client final aura vis-à-vis de nous. Idem, votre client final, quand il achètera votre blonde, il voudra qu'à n'importe quel moment où il achète, peu importe le lot, elle ait le même goût. Des fois, malheureusement, il y a, on va dire, des aléas un petit peu de process. Même si vous cherchez à figer vos recettes et surtout figer la qualité de votre produit, il peut y avoir des divergences. Bah, malheureusement, c'est un petit peu la même chose du côté du malteur. En fonction des qualités d'orge qu'il reçoit, bah, vous serez amené à recevoir, ok, toujours le même pils, mais peut-être avec un pourcentage d'extrait ou un pourcentage d'humidité qui varie. Et ces deux paramètres sont essentiels et sont intimement liés finalement à votre calcul du rendement. Donc si d'un coup vous observez une chute de rendement, bah, observez d'abord effectivement des causes qui pourraient être liées à votre process, à savoir est-ce que votre moulin a toujours le même écartement, ce qui pourrait avoir un impact effectivement sur le rendement. Est-ce que vous faites toujours la macération, votre étape de macération aux mêmes températures, ce qui aura cette fois-ci un impact sur l'activité enzymatique. Mais vous devrez tenir en compte au départ finalement les propriétés propres au malt. Donc vous avez ici un exemple. Et donc, densité en kilogrammes par hecto, ça correspond finalement à votre densité que vous mesurez dans le cas de cet exemple du calcul du rendement début ébullition, donc à chaud, et via l'utilisation de ce qu'on appelle la table de Goldiner-Kleman qui permet de transformer votre densité exprimée en degrés plateau, à savoir qu'un degré plateau correspond à 1 gramme pour 100 grammes, la transformer en masse volumique. Pour cette fois-ci, avoir une valeur exprimée en kilogrammes par hecto qui sera plus facilement du coup interprétable dans ce fameux calcul du rendement. Aujourd'hui, des valeurs standards pour une salle à brasser, c'est un rendement compris entre 80 et 95%. Important ce rendement de pouvoir le calculer au sein de sa brasserie et derrière d'avoir un suivi, d'avoir quelques datas pour le jour où, si où vous avez une chute de rendement, vous posez les bonnes questions vis-à-vis de votre process. Hop. Le rendement, il va donc être également impacté au cours des premières étapes finalement, lors de l'empâtage et lors de la filtration. Une fois que vous avez terminé la filtration, vous éliminez vos drèches et finalement vous n'aurez plus d'amidon à hydrolyser, à saccharifier et donc vous, normalement, ne récupériez plus de sucre lié à votre qualité de matière première. Donc que vous calculiez votre rendement début ébullition ou fin ébullition, normalement la valeur devrait être la même. Donc, les deux étapes qui seront intimement liées à votre rendement, ce seront l'empâtage. On va essayer d'optimiser notre concassage. Donc là, c'est un petit peu de l'empirisme au départ. Jouez avec votre moulin et essayez de trouver finalement le réglage, la mouture la plus fine possible pour avoir derrière la meilleure extraction, des réactions d'hydrolyse de votre amidon qui soient les plus performantes.
mais dans la limite que derrière, votre étape de filtration ne soit pas trop délicate parce que votre mouture est trop fine. Donc là, il faut un petit peu jouer entre ces deux points pour trouver le meilleur milieu. D'ailleurs, un d'autres points qui seront importants, ce sera lié à l'activité enzymatique. Une enzyme, donc ce sont les enzymes qui vont vous permettre finalement de hydrolyser justement l'amidon en sucre qui soit fermentescible ou non, et donc récupérer de l'extrait dans votre mou, apporter de l'extrait à votre mou. Les enzymes, il faut savoir qu'elles fonctionnent à un pH optimum et également à des températures optimales. Donc l'objectif, ça sera de leur garantir ces meilleures conditions à ces enzymes pour qu'elles soient les plus efficientes et donc que vous mettiez tout en œuvre pour derrière avoir un rendement qui serait optimisé. Donc on va chercher à ajuster le pH de notre mèche à 5,4. Pour ça, vous pourrez utiliser des acides alimentaires autorisés, donc de l'acide lactique si vous êtes en bio ou de l'acide phosphorique qui a un pouvoir acidifiant relativement intéressant et essayez de vous figer le plus rapidement possible au cours de la macération à ce pH aux alentours des 5,4. Derrière, pareil, vous devrez être vigilant au niveau de la température. Malheureusement, les enzymes, elles ont une température à partir de laquelle ils sont inactives et si elles atteignent cette température d'inactivation, eh ben, vous aurez beau essayer de rediminuer la température dans votre cuve, ces enzymes ne pourront plus être fonctionnelles. Et je porte ma vigilance essentiellement sur la bêta-amylase, qui est l'enzyme, on va dire, prépondérante pour participer à la dégradation de l'amidon en sucre simple. Cette enzyme, si malheureusement vous empâtez et que vous vous retrouvez rapidement à une température aux alentours des 71 degrés, malheureusement, vous ne pourrez pas la rendre, elle ne pourra pas être active, vous l'aurez déjà un petit peu cramée. Donc voilà, soyez vigilants. Également, le côté un petit peu agitation, je vous l'ai dit, il n'y aura pas besoin de créer une agitation perpétuelle au cours de l'étape de macération, mais évitez au départ la formation de grumeaux. Plus vous formez des grumeaux, finalement, moins il y aura une surface de contact immédiate entre l'amidon et l'eau dans votre mèche, et du coup, moins les enzymes, elles pourront agir, on va dire, facilement. Et enfin, faire également le test à l'iode. Donc le test à l'iode qui, en gros, est un test de saccharification, vous permet de vous assurer, à la fin de vos différents paliers enzymatiques, que l'ensemble de l'amidon a été saccarifié. Donc à nouveau, que ce soit en sucre simple ou en sucre complexe, on ne pourra pas avoir cette information, mais que l'ensemble de l'amidon a été transformé. Si vous vous rendez compte que votre test à l'iode est négatif, bah, à ce moment-là, il faudra maintenir votre dernier palier de température encore un certain temps et finalement vous patienterez un petit peu avant de monter au mash out. Pareil, être vigilant, le mash out, c'est pas une fois qu'on est au mash out qu'on fait le test à l'iode parce que si malheureusement le test à l'iode est négatif, vous aurez beau descendre la température, vos enzymes auront été déjà complètement cramées. Et enfin la filtration qui sera également une étape importante. Donc important d'adapter la vitesse de filtration déjà pour éviter de colmater de manière prématurée votre filtration et donc de perdre du temps dans l'ensemble de votre process. Déclencher au départ les couteaux relativement rapidement, mais à nouveau, on va dire en surface du gâteau pour éviter de faire des chemins préférentiels en profondeur et ainsi récupérer uniquement vos eaux de lavage sans qu'elles aient pu récupérer un peu d'extrait. Rincer avec de l'eau chaude aux alentours des 78 degrés. Pourquoi 78 degrés? Parce que ça va vous permettre de diminuer la viscosité de votre mèche. C'est un petit peu l'exemple, si vous mettez une cuillère de miel dans un verre d'eau froide, bah, vous aurez du mal un petit peu à liquéfier votre mélange, alors que si vous mettez cette cuillère de miel dans un verre d'eau chaude, ça sera beaucoup plus simple de diminuer la viscosité. C'est exactement la même chose ici. Le fait de monter à 78 degrés, votre mèche sera moins visqueuse et donc la filtration moins compliquée. Mais par contre, attention de ne pas aller à une température supérieure au risque d'apporter derrière du trouble à votre bière. Prendre une mesure de densité sur les derniers mous. Jusqu'à présent, lors de l'empâtage, on a vu que les paramètres qui nous intéressaient, c'était la température et le pH. Donc on ne parle pas à ce moment-là encore de densité. Par contre, au cours de la filtration, il sera intéressant de contrôler la densité de vos derniers mous. Et nous, ce qu'on peut vous conseiller, c'est d'accepter des mous jusqu'à 1,5 degré plateau. À savoir que ça vous permet toujours de récupérer de l'extrait. Après, pourquoi on se fige un petit peu à cette valeur? Le risque derrière, c'est de favoriser finalement la solubilisation de polyphénol naturellement présent sur les enveloppes du grain et qui serait responsable, pourquoi pas, d'apporter de l'astringence à votre bière. Donc ça, c'est moins désirable. Donc on accepte les derniers mous en cours de filtration jusqu'à 1,5 degré plateau. Et derrière, également, suivre en parallèle la densité du mou qui a été réceptionné donc dans sa globalité dans la cuve d'ébullition. Et justement, par rapport à cette cuve d'ébullition, si vous faites le choix finalement de récupérer les derniers mous jusqu'à des densités qui sont faibles, au risque
par contre, de contribuer à avoir une densité une densité fin ébullition qui soit trop faible. Et ben, vous pourrez toujours agir en rajoutant, ça fait peut-être industriel pour certains, mais c'est largement utilisé. Il n'y a pas de honte à toujours avoir un sac de sucre à la brasserie. Vous pourrez toujours colmater finalement un manque de densité par l'ajout de sucre. Et c'est largement pratiqué. On l'a vu tout à l'heure dans la question de dimensionnement, que votre surface filtrante, finalement, elle a être limitante par rapport à la charge de mâle que vous aurez utilisé, que vous pourrez utiliser. Donc finalement, selon vos installations, des fois, vous serez limité par rapport au volume que vous voulez brasser, à la densité et la densité initiale que vous voudrez obtenir. Vous serez limité sur le catalogue de bières que vous pourrez vous permettre de proposer. Vous ne serez peut-être pas capable de brasser une triple, par exemple, si vous voulez continuer à sortir un volume de 20 hectos, mais en fonction et selon la charge de mâle qui est capable d'accepter votre surface filtrante. Donc voilà, vous pourrez toujours laisser passer l'ébullition, voir à quelle densité vous finissez, et toujours à partir de la table de Goldiner et Kleeman, bah, finalement, voir à quoi correspond ici, par exemple, une cible fin ébullition à 18 degrés plateau. Imaginons que vous, fin ébullition, vous finissez seulement à 16 degrés plateau. Et bien la différence des deux multipliée par le volume brassé vous permettra d'avoir un ordre d'idée sur la quantité de sucre à rajouter pour vous permettre d'atteindre cette densité-ci. Donc ça, c'est une pratique qui est largement faisable. Ce sucre, vous le rajoutez pendant 2 minutes au contact à chaud, il sera très rapidement solubilisé de manière homogène à votre mou avant de poursuivre le process en direction de la cuve de Whirlpool. Donc voilà un petit peu sur des questions un petit peu finalement de dimensionnement et process. D'autres phénomènes qui peuvent finalement avoir un impact sur notre production et qu'on peut chercher à optimiser, ce sont notamment ce qu'on appelle les freins, pardon. Donc c'est ce qui va finalement limiter et nous faire perdre un certain volume de produits, que ce soit de mou ou de bière. Donc par exemple, on va pouvoir chercher au cours de l'ébullition, ici je vous écris que Whirlpool, mais ça sera, on voit que c'est écrit corriger le pH à l'ébullition, à favoriser la cassure protéique, la cassure à chaud. Donc c'est-à-dire la, la sédimentation du trouble colloïdal lié aux interactions entre des protéines et des polyphénols. À savoir que ces interactions vont être facilitées si vous êtes capable d'assurer un pH autour de 5,2-5,3. Donc au cours de l'évolution, idem, c'est pas idiot de prendre une petite mesure de pH et de s'ajuster à nouveau avec un acide alimentaire pour se figer à ce pH cible et faciliter du coup la précipitation du trouble. Ce trouble, du coup, s'il est bien éliminé, vous ne le retrouverez pas derrière au whirlpool ou vous ne le retrouverez pas au fermenteur. Vous voulez faciliter également cette précipitation, ce collage, par des auxiliaires technologiques, type les carragénanes, donc ce qu'on retrouve également sous le nom commercial Protafloc. Donc ça vous permet de faciliter la précipitation de ces composés colloïdaux et peut-être avoir un produit qui sera plus limpide derrière. Vous retrouverez également des fois des gels de silice qui peuvent être utilisés dès le bloc chaud. On les retrouvera à la fois au bloc froid, mais qui peuvent être utilisés également au bloc chaud. Une autre question qui est intéressante, c'est mis ici dans le cadre du Whirlpool, mais ça vaut également pour tout ce qui va être dry hopping. Si vous voulez réduire les freins, notamment si vous faites des bières extrêmement houblonnées, investir, pourquoi pas, choisir d'utiliser un houblon T45 pardon, plutôt qu'un houblon T90. Le T45 correspond un petit peu au houblon cryo qu'on peut retrouver chez le fournisseur Yakima. À savoir, c'est finalement un houblon où vous retrouverez seulement 45% de 45% du produit originel de houblon, là où dans un T90, vous en retrouverez 90%. L'avantage du T45, c'est que finalement, la partie qui sera largement réduite, ce sera toute la partie un petit peu végétale du houblon, et donc vous aurez une concentration pour le coup qui sera plus importante en huile essentielle et en acide alpha responsable finalement de l'amertume de votre bière par la suite. Donc ça peut être également une piste, pourquoi pas, de travailler un peu plus avec du T45 et du T90. Donc bien sûr, c'est un produit qui au départ, à la base, sera plus cher que du T90, mais vous aurez besoin d'en mettre 2 fois moins. Autre source finalement de frein, ça sera finalement toute la bière qui serait amenée à être coincée dans votre lignage lorsque vous faites des transferts de fermenteurs vers pourquoi pas un tank de garde ou un dry tank pour permettre la carbonatation ou lors également tout simplement du conditionnement. Essayez, pourquoi pas. Donc, vous avez une petite formule ici qui vous permet de calculer les volumes morts effectivement qui sont dans les tuyaux et finalement que vous perdez lors de ces étapes. Essayez de pousser à l'azote, au CO2, ces volumes pour finalement les récupérer et vous permettre de les conditionner.
Et un autre point important, bah, justement, on parlait des dry hopping, faire des purges. Donc, c'est quelque chose qu'on vous conseille pour vous permettre d'avoir une bière effectivement de plus en plus finalement propre, limpide et propre et prête pour le conditionnement. Vous avez ici un petit peu les diagrammes qu'on conseille. Donc, faire une première purge après 24 heures pour éliminer des levures qui finalement n'auraient pas réussi à subir l'environnement bière et qui seraient d'ores et déjà mortes et éviter le phénomène ainsi d'autolyse. Et derrière, une fois que vous aurez fait le cold crash, faire une purge à peu près tous les 48 heures pour éliminer effectivement cette levure morte sédimentée, mais également le houblon qui aurait eu le temps de sédimenter. Aujourd'hui, il existe également des solutions de centrifugation qui sont voilà, commercialisées par pas mal de fournisseurs qui peuvent également offrir, on va dire, l'avantage à des brasseries qui, à nouveau, sont pourquoi pas portées sur le houblon, de réduire légèrement leur temps de garde froide. La garde froide restera malgré tout essentielle. Assurer une garde autour de une semaine, 10 jours, c'est voilà, c'est primordial, à la fois pour vous permettre justement de la sédimentation du houblon, la purge, la clarification, et également pendant ce temps, vous pourrez en profiter pour carbonater votre bière si vous êtes en isobarométrique. Mais voilà, un outil de centrifugation, par exemple, vous permettra peut-être d'éliminer plus facilement les parties solides du houblon sans que celui-ci absorbe énormément de bière et donc vous permettre, pourquoi pas, derrière de réduire vos freins. Ce sont des questions qui peuvent se poser selon le profil de bière que vous faites. Outre la question process et finalement réduire ses feintes et optimiser son rendement de brasserie, une autre question qui peut être intéressante ici dans le cadre, par exemple, d'une fermentation dans un tank isobarométrique, ça peut être la conservation du CO2 également. Aujourd'hui, le CO2, c'est un certain investissement. Si vous pouvez vous permettre, par exemple, de dry hopper via des solutions type Hopgun qui vous permettent de maintenir une certaine pression dans votre fermenteur que vous aurez emprisonné lors de la fermentation active, et ben, c'est toujours du CO2 en moins que vous devrez apporter de manière exogène. Et donc, ça permettra un petit peu enfin, largement de faire des économies à la brasserie. Hop, autre point qui est intéressant sur le côté optimisation, c'est le suivi, on va dire, de la fermentation. Donc, j'ai pas mis forcément de slide dessus, mais il est essentiel au cours de la fermentation de suivre au quotidien vos chutes de densité, suivre que la température de fermentation est bien stabilisée, voilà, que votre fermenteur est bien maintenu à la température adéquate. Et également suivre l'évolution de la pression d'après le graphe précédent si vous fonctionnez en isobar, suivre le pH de votre bière pour pas qu'il y ait également de déviance, mais également une analyse qui est assez intéressante à faire, un test qui est intéressant et qui ne prend pas beaucoup de temps, c'est ce qu'on appelle le test d'atténuation limite, qui vous permet d'avoir un ordre d'idée à l'échelle de laboratoire de la densité à laquelle vous devriez tomber fin fermentation à l'échelle de votre fermenteur finalement. Et donc, le fait de comparer ces deux valeurs vous permet de vous rendre compte s'il reste des sucres résiduels qui n'auraient pas été jusqu'à présent assimilés par la levure et donc qui malheureusement pourrait être assimilé plus tard une fois la bière conditionnée et donc provoquer des risques de surmoussage, etc. Donc c'est un test qui est relativement intéressant à faire et qui ne demande pas beaucoup de temps. Vous avez tout le protocole que vous avez expliqué ici. Une autre forme d'optimisation également qui permet de faire des économies relativement significatives en fonction du type de levure que vous utilisez, c'est ce qu'on appelle le repitch. Donc ça va être la réutilisation, le recyclage finalement d'une levure que vous avez utilisée, d'une levure commerciale de génération zéro, que vous allez récupérer soit au cours de la fermentation active, soit après le cold crash, selon les conditions un petit peu de flocculation sédimentation pardon, de cette levure, selon également la viabilité, qui est peut-être le point le plus primordial, où vous devrez assurer une viabilité de vos levures supérieure à 90 voire 95%. Et derrière, l'avantage, c'est que vous pourrez réensemencer toutes vos recettes qui normalement sont fermentées à partir de cette levure. Et également, pourquoi pas, profiler un petit peu votre bière, lui donner une certaine organoleptique qui sera finalement propre à votre recette. Et souvent, les 2, 3 générations successives à un premier repitch, vous observerez bien souvent une fermentation qui sera un peu plus rapide finalement que la fermentation qui avait eu lieu en génération zéro. Donc ça vous permettra également une optimisation du temps. Par contre, ça demande au départ un investissement, un certain savoir-faire de l'opérateur, du brasseur. Si vous voulez, vous pouvez retrouver sur YouTube, sur la page IFBM, une petite vidéo qui vous explique le protocole et comment réaliser le comptage dans l'optique de récolter et repitcher sa levure.
Donc voilà, en conclusion, donc c'était une brève présentation pour vous montrer un petit peu des leviers d'optimisation. Bien sûr, on n'a pas tout abordé par rapport à une de nos premières slides. Il y a beaucoup de points qui peuvent vous permettre d'optimiser vos procédés. Euh, Déjà, finalement, le point le plus important, c'est que commence au départ par une idée relativement claire des produits que vous voulez commercialiser et également de vos objectifs de volume produit à moyen terme. Et du coup, le dimensionnement sera réellement impactant finalement derrière sur la viabilité, sur le temps que vous aurez disponible pour répondre aux contraintes que vous êtes fixées par rapport à vos objectifs. Derrière, plusieurs points liés aux matières premières auront également un impact. Donc, on a parlé de la qualité du malt, donc notamment son extrait, son humidité, d'un point de vue formulation de recette. Derrière, la friabilité aura également un impact. Si vous avez un grain plus ou moins friable, est-ce qu'il faudra plus ou moins jouer sur l'écartement de votre moulin? Derrière, la viscosité également sera impactante d'un point de vue technique, d'un point de vue réalisation, tant que vous prendra la filtration mèche. Le houblon, on a parlé, pourquoi pas investir sur du T45 d'un point de vue aromatique. D'un point de vue amérisant, il existe aujourd'hui pas mal d'extraits de houblon, donc qui au départ étaient peut-être considérés comme uniquement des produits plus raffinés destinés aux brasseries industrielles. Aujourd'hui, vous retrouverez chez n'importe quel fournisseur de houblon des produits qui sont de plus en plus utilisés par des brasseries artisanales et craft. Idem pour finalement le point de vue aromatique, utiliser des huiles essentielles. Donc pareil, Yakima fait pas mal de pubs à l'heure actuelle avec ses nouveaux produits. Le fait d'utiliser des huiles essentielles, des extraits, bah, vous allez tout simplement réduire les freins parce que vous n'aurez pas le pouvoir d'absorption que pourrait avoir un cône, bien évidemment, mais également finalement un pelé. Et derrière, process, donc on a parlé, réglage du moulin, assurer des pH et des températures optimales pour nos différentes réactions enzymatiques, suivre finalement les densités de son mou en cours de filtration par rapport à la cuve d'ébullition, si besoin, être capable de corriger notre densité fin ébullition par rapport à la cible qu'on s'était fixée comme densité initiale de notre mou avant fermentation, etc. On a parlé également le repitch qui permet de faire des économies sur l'achat de levure, sur également finalement le temps de fermentation avec des fermentations qui sont moins languissantes. Mais attention, comme évoqué, ça nécessitera un certain savoir-faire et une certaine maîtrise. Donc voilà, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère que ça vous a apporté pas mal de points, pas mal de leviers, des questions à vous poser. Il y a eu également la slide concernant le rendement qui pour moi est essentiel à maîtriser et à être capable de calculer pour justement que derrière vous puissiez avoir un regard critique vis-à-vis de vos pratiques sur si malheureusement vous observez d'un coup une chute de rendement, vous dire, OK, est-ce que j'ai pas une sonde de température qui a lâché et donc mon activité enzymatique que je pensais réaliser autour des 66 degrés par exemple, en fait j'étais à 60, 71 degrés, donc ma bêta-amylase était complètement réduite, inactive, et donc forcément j'ai peut-être un rendement qui est plus faible. Est-ce que mon moulin, il n'y a pas eu un déréglage lié aux vibrations de son activité, etc. Plusieurs questions à se poser avant à nouveau de prendre le téléphone et d'aller peut-être se prendre la tête avec votre fournisseur de malt. Et également tenir compte finalement de votre fiche d'analyse et de se dire que oui, je cherche tout le temps à acheter un pils, mais comme moi avec ma bière vis-à-vis de mon client, des fois, elle peut un peu varier la qualité de mon pils et donc je dois en tenir compte lorsque je formule ma recette et adapter ainsi mes quantités de malt, plus ou moins selon les qualités inhérentes à la fiche d'analyse.